Un énorme astéroïde de plusieurs dizaines de mètres de diamètre fonce vers la Terre à travers l'immense obscurité cosmos. Préparez-vous à une terrible nouvelle. Il y a 72% de chances qu'il percute la Terre dans 14 ans, avec des zones d'impact potentielles en Amérique du Nord, en Europe du Sud et en Afrique du Nord, soit certaines des régions les plus densément peuplées de la planète. Les astronomes surveillent de près cet envahisseur de l'espace depuis quelque temps, mais il s'est maintenant trop rapproché du Soleil, et il sera impossible de le suivre au cours des 7 prochains mois. Bien sûr, il y a 28% de chances qu'il rate complètement notre planète, mais que se passera-t-il s'il touche dans le 1000? Une dévastation et une destruction mondiale. Voilà ce qui nous attend. Des milliers de vies perdues, des milliards et des milliards de dollars de dégâts, des espèces entières rayées de la surface de la Terre, des villes et des villages en ruine, des champs et des forêts détruits. Est-ce là l'avenir qui nous attend? Vous pouvez vous rassurer. Il ne s'agit que d'un scénario hypothétique créé par la NASA pour se préparer à une telle situation. L'agence spatiale réfléchit à ce type de catastrophe depuis des années. Encore plus cool, elle organise tous les 2 ans des exercices de simulation d'impact d'astéroïdes pour mettre les scientifiques, les agences gouvernementales et les experts internationaux sur la même longueur d'onde. Le dernier a eu lieu en avril et a réuni une centaine de personnes. Lors de ces exercices astéroïdes, les experts font comme si un rocher spatial géant se dirigeait vers nous. Ils réfléchissent ensuite à toutes les questions épineuses qu'ils peuvent se poser, comme quelle est sa taille? Où pourrait-il frapper? Que devrions-nous faire? C'est comme une énorme séance de brainstorming pour s'assurer que si cela devait arriver, nous n'aurions pas à repartir de zéro. Pour que ces scénarios soient aussi réalistes que possible, on mobilise le centre d'étude des objets géocroiseurs de la NASA. Ce sont eux qui suivent les astéroïdes réels et calculent leurs orbites. Ils simulent donc des mois d'observation d'astéroïdes, avec des incertitudes sur leur taille, leur trajectoire et leur zone d'impact potentielle. Le genre d'incertitude qui rend la prise de décision beaucoup plus difficile et qui les plonge donc dans une simulation aussi proche du réel que possible. Si un astéroïde se dirigeait vraiment vers la Terre, ce ne serait pas seulement le problème d'un seul pays, mais de tous. C'est pourquoi cet exercice fait appel à des experts internationaux. En avril, ils se sont réunis pour la première fois. Ils ont travaillé aux côtés d'agences américaines telles que le Planetary Defense Coordination Office de la NASA et la FEMA pour déterminer comment le monde pourrait réagir à une telle crise, car l'impact d'un astéroïde aurait des conséquences désastreuses à l'échelle globale. La grande question est la suivante. Pouvons-nous réellement empêcher un astéroïde de heurter la Terre? Les experts envisagent 2 options principales. Premièrement, nous pourrions envoyer un vaisseau spatial pour recueillir plus d'informations. Si nous en savions plus sur la taille, la masse et l'orbite de l'astéroïde, nous serions en mesure de prendre de meilleures décisions sur la marche à suivre. La deuxième option consiste à essayer de dévier l'astéroïde. En gros, il s'agit de détourner l'objet menaçant de sa trajectoire pour qu'il rate la Terre. Cela peut sembler impossible, mais la mission DART de la NASA a déjà prouvé que c'était faisable. Il y a 2 ans, ils ont envoyé un vaisseau spatial percuter un petit astéroïde appelé Dimorphos, et ont réussi à modifier son orbite. Ce fut une grande victoire pour la défense planétaire. Mais des missions comme celle-là prennent énormément de temps à planifier, préparer et mener à bien. C'est pourquoi il est si important de repérer les astéroïdes dangereux le plus tôt possible. Actuellement, la NASA travaille sur un nouveau télescope appelé NEO Surveyor, dont le lancement est prévu en 2027. Contrairement au bon vieux télescope, NEO Surveyor est conçu pour détecter des astéroïdes dans les conditions les plus difficiles, y compris ceux qui orbitent près du Soleil. Il nous donnera une meilleure chance d'agir tôt et potentiellement d'arrêter un astéroïde avant qu'il ne devienne une menace. Si vous pensez toujours qu'un impact d'astéroïde est quelque chose qui relève de la science-fiction et que la menace n'est pas réelle, que dites-vous de ceci? Tôt le dimanche 21 janvier, un petit astéroïde d'environ 1 mètre de large est entré dans l'atmosphère terrestre et, heureusement, s'est désintégré au-dessus de l'Allemagne. Le système d'impact Scout de la NASA l'a repéré 95 minutes avant qu'il ne percute la Terre et a prédit exactement quand et où il arriverait. À 1h32, heure locale, l'astéroïde 2024 BX1 s'est transformé en une boule de feu incandescente visible jusqu'en République tchèque. Quelques petits météorites ont peut-être atterri près du site d'impact, à environ 60 km à l'ouest de Berlin. C'est seulement la 8e fois qu'un astéroïde a été détecté avant de heurter la Terre. C'est un exemple remarquable de la façon dont des outils tels que Scout nous aident à suivre les astéroïdes et à nous préparer à tout ce qui pourrait être plus gros. Autre exemple.
Le 4 décembre, un petit astéroïde a offert un spectacle de lumière époustouflant dans le ciel du nord-est de la Sibérie avant de se désintégrer sans danger dans l'atmosphère terrestre. La roche spatiale, d'environ 71 cm de diamètre, a été repérée quelques heures avant de percuter la Terre. Grâce aux observations d'astronomes du monde entier, un système d'alerte spécial a réussi à prédire l'impact à plus ou moins 10 secondes près. L'astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre à 1h15, heure locale. Les autorités ont été mises en alerte, mais aucun dommage n'a été signalé. Le système Atlas de la NASA a repéré la roche 12 heures avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il s'agit du 4e impacteur imminent, c'est-à-dire un astéroïde découvert dans les heures précédant son impact prévu, détecté cette année, et du 11e au total. Aujourd'hui, la Chine a également de grands projets en matière de défense planétaire. Elle travaille sur sa première mission visant à frapper un astéroïde, et celle-ci a un double objectif. Un vaisseau spatial s'écrasera sur l'astéroïde, et l'autre restera en arrière pour étudier la situation pendant 1 an au maximum. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de protéger la Terre, mais aussi d'en apprendre davantage sur le système solaire. La cible est l'astéroïde 2015 XF261, un nom vraiment à rallonge, qui mesure également environ 30 mètres de large. Il est passé près de la Terre récemment, le 9 juillet, à 50 millions de kilomètres de nous. C'est vrai, c'est quand même assez loin. Mais ce voyageur de l'espace fonçait à une vitesse de 42 000 km/h, soit 30 fois la vitesse du son. La Chine va envoyer une sonde spatiale pour étudier l'astéroïde. Ils espèrent en savoir plus sur sa structure et sa composition, ce qui pourrait nous aider dans de futures missions de défense planétaire. Ensuite, ils prévoient de percuter l'astéroïde avec un autre vaisseau spatial pour tester l'impact, et la première sonde spatiale restera sur place pour observer les restes pendant 1 an. Le timing est essentiel pour ce type de mission. Cet astéroïde nous offre de bonnes opportunités d'études pour les années à venir. Ainsi, en mars et mai 2027, il passera à moins de 32 millions de kilomètres de la Terre. En avril 2028, il s'en rapprochera encore plus, à 21 millions de kilomètres. 1 an plus tard, en avril 2029, l'astéroïde passera à seulement 6,7 millions de kilomètres, ce qui en fera une cible de choix pour une telle mission. Une autre bonne occasion se présentera en avril 2030, lorsque l'astéroïde passera à 7 millions de kilomètres de notre planète. Pour vous donner un peu de contexte, la mission DART de la NASA visait autrefois un astéroïde situé à 11 millions de kilomètres, et le voyage a duré 10 mois. Les chefs du projet chinois doivent donc choisir le bon moment, en fonction du temps dont leur engin spatial aura besoin pour faire le chemin. La mission devrait débuter vers 2027, mais ce ne sera pas la première tentative de la Chine. En 2023, ils prévoyaient un test de défense planétaire avec un astéroïde différent, qui mesure également environ 30 mètres de large. On ne sait pas exactement pourquoi ils ont décidé de se concentrer sur un autre objet, probablement parce que le timing est plus favorable. La plupart des astéroïdes sont en fait des capsules temporelles datant de 4,6 milliards d'années, des vestiges de l'époque où le système solaire était en train de se former. Leur étude pourrait nous en apprendre beaucoup sur la formation des planètes, y compris la Terre. La Chine s'attaque donc à un projet qui combine la défense planétaire et la science spatiale pure. Elle fait assurément de grands pas dans le domaine de l'exploration cosmique. Certaines personnes, comme les habitants des îles Andaman, une communauté vivant dans le golfe du Bengale, les voient comme des torches enflammées lancées dans les airs par les esprits de la forêt. D'autres, comme certains aborigènes australiens, pensent qu'il s'agit de bâtons enflammés chevauchés par des chamans. Mais si tu poses la question à un astronome, il te dira qu'une comète est un gros objet fait de poussière et de glace qui tourne autour du Soleil. L'un des objets spatiaux les plus célèbres de ce type est sans doute la comète de Halley. Elle a eu un impact important sur notre histoire et notre compréhension de ces mystérieuses étoiles filantes. Lorsque cette comète est passée devant la Terre en août 1835 par exemple, on l'a accusée d'être responsable de l'incendie de la ville de New York, qui a duré plusieurs nuits. Au même moment, les Indiens séminoles de Floride ont vu la longue queue de la comète et ont cru qu'elle marquait le jour où ils perdraient leur indépendance. Cette comète est revenue en 1910, et les gens l'ont de nouveau vue comme un mauvais présage. À Chicago, les habitants ont barricadé leurs ouvertures afin de se protéger de la queue prétendument dangereuse de la comète. D'autres ont acheté toutes sortes d'accessoires, comme des parapluies ou des masques, pour se protéger. Mais qu'y a-t-il de si intriguant avec ce corps spatial? Comment se fait-il qu'il apparaisse autour de la Terre de temps en temps? Et plus important encore, est-il vraiment dangereux? La comète de Halley est ce que les astronomes appellent une comète périodique.
Elle nous rend visite tous les 75 ans environ. En de rares occasions, certaines personnes chanceuses ont eu la chance de la voir 2 fois dans leur vie. Elle est passée pour la dernière fois devant la Terre en 1986 et elle devrait revenir en 2061. Malgré ce retour prévu, l'orbite de la comète ne peut pas être prédite avec précision. C'est en partie à cause des processus chimiques qui se produisent à l'intérieur de la comète. L'orbite de Halley peut aussi changer en raison d'interactions aléatoires avec d'autres planètes et objets spatiaux de notre système solaire. Son nom officiel est 1P/Halley, du nom de l'astronome anglais Edmond Halley, qui a étudié les rapports d'une comète s'approchant de la Terre en 1531, 1607 et 1682. D'après ses calculs, il a conclu que ces 3 occurrences étaient en fait la même comète qui revenait à des intervalles réguliers. Il a également prédit son retour en 1758. La découverte de Halley a également mis en évidence que certaines comètes, comme celle-ci, orbitaient autour du Soleil, mais que leur trajectoire n'était pas circulaire. Si tu la regardes en 2D, l'orbite de Halley ressemble à un fil elliptique qui oscille depuis le Soleil. Malheureusement, Halley n'a pas vécu pour assister au retour de la comète, pourtant prédit avec précision, mais elle a été nommée en son honneur. Selon l'Agence spatiale européenne, la première observation de la comète de Halley remonte à 239 avant notre ère. Des astronomes asiatiques l'avaient enregistrée dans les chroniques de Shishi et Wenxian Tunkao. Mais une autre étude affirme qu'elle pourrait avoir été remarquée encore plus tôt que cela, à l'époque des Grecs anciens. Des écrits de cette période ont rapporté un énorme météore qui a atterri dans le nord de la Grèce, laissant la population locale perplexe. Il est rapidement devenu l'une des attractions touristiques les plus populaires du monde antique. Mais les témoins ont aussi remarqué une comète dans le ciel au moment où le météore a atterri. Ils ont également signalé le fait que l'objet spatial inhabituel était resté dans le ciel pendant environ 75 jours. Shakespeare lui-même semble avoir écrit sur cette comète dans sa pièce Jules César, aux alentours de l'année 1600. Dans cette œuvre, il inclut une phrase désormais célèbre évoquant les comètes, comme des signes inhabituels. Les cieux eux-mêmes s'embrasent. Ce n'est pas la dernière fois que des écrivains célèbres ont ressenti un certain lien avec cet objet. L'écrivain Mark Twain a déclaré en 1909 « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. » Étonnamment, Twain est décédé le 21 avril 1910, un jour après que la comète de Halley est sortie de la dernière face cachée du Soleil. Nous avons eu un meilleur aperçu de la comète lorsqu'elle est passée devant nous pour la dernière fois en 1986. Plusieurs vaisseaux spatiaux ont été envoyés vers la comète pour prélever des échantillons de sa composition. Cette flotte de vaisseaux spatiaux, surnommée l'Armada de Halley, a volé à proximité, l'un d'entre eux prenant plusieurs photos du noyau de la comète pour la première fois dans l'histoire. Cette fois, nous disposions aussi de bien meilleurs télescopes pour observer la comète lorsqu'elle passait près de notre planète. D'après les études actuelles, il y a peu, voire aucun risque que la comète de Halley puisse réellement représenter un danger pour notre planète. La plupart des malheurs associés à la comète n'étaient que des superstitions. Encore mieux, les comètes ont peut-être rendu la vie sur Terre possible. Les spécialistes pensent qu'au début de l'histoire de notre planète, les collisions avec les comètes ont apporté une quantité importante d'eau ici, ce qui a aidé à former nos océans. Ces objets spatiaux nous ont peut-être fait aussi cadeau de matières organiques nécessaires à la formation de la vie. Attention à ne pas confondre les comètes avec les astéroïdes cependant. Contrairement aux astéroïdes, qui sont de petits corps spatiaux rocheux tournant également autour du Soleil, les comètes sont principalement composées de glace d'ammoniac, de méthane ou d'eau. Elles ne contiennent que de petites quantités de matériaux rocheux. En raison de leur composition, les comètes sont parfois surnommées « boules de neige sale ». Les comètes sont composées de 4 parties, un noyau, une chevelure, une queue de poussière et une queue d'ion. Mais leur noyau constitue la majeure partie de leur masse totale. Il y a plus de 3000 comètes connues à ce jour. Mais les astronomes pensent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 1 milliard dans notre système solaire. Une comète assez brillante pour être visible de la Terre sans l'aide d'un télescope s'appelle une grande comète. On peut voir une grande comète tous les 10 ans environ. Les gens remarquent d'autres comètes depuis des millénaires.
Cependant, les scientifiques ont conclu qu'étant donné que les comètes perdent beaucoup de matière chaque fois qu'elles orbitent près du Soleil, leur durée de vie pourrait n'être que de quelques milliers d'années. Si tu compares cela à l'âge du système solaire, qui est de 4,6 milliards d'années, c'est un chiffre relativement faible. Puisque ces corps spatiaux sont encore présents dans le système solaire aujourd'hui, il doit y avoir une source de comètes quelque part. Sinon, toutes les comètes auraient disparu il y a longtemps. Hale-Bopp est le nom d'une autre comète célèbre. Elle est passée très près de la Terre en janvier 1997. La dernière fois qu'elle a été vue près de notre planète avant cela, c'était pendant l'âge du bronze, en 2000 avant notre ère. Cette comète est beaucoup plus grande et plus spectaculaire que celle de Halley. Son noyau s'étend jusqu'à 40 km de diamètre et peut être vu de la surface de notre planète à l'œil nu. La comète Borrelly a été la deuxième comète à être étudiée de près par un vaisseau spatial. Le vaisseau Deep Space One de la NASA s'en est approché en 2001 et a fourni aux scientifiques un rapport détaillé du noyau noir de la comète. Cette comète est étonnamment bancale, mais la raison de sa forme inhabituelle est encore sujette à débat. La comète de Halley semble s'être formée dans le nuage de Oort, aux confins du système solaire, tandis que celle de Borrelly proviendrait d'un nuage glacé de roches situé au-delà de Neptune, que l'on appelle la ceinture de Kuiper. La comète Hyakutake nous a offert un magnifique spectacle lorsqu'elle est passée à seulement 15 millions de kilomètres de la Terre en mars 1996. Elle ressemblait à une éclaboussure bleu glace avec une faible queue de gaz. Cette comète a aussi étonné les astronomes, car elle produit des rayons X 100 fois plus intenses que ce que les scientifiques avaient prévu. Un vaisseau spatial appelé Ulysse a traversé la queue de Hyakutake en mai 1996. Et a rapporté qu'elle mesurait au moins 570 millions de kilomètres de long. C'est le double de la taille de la queue de toute autre comète connue. La comète Wild 2 a été examinée par la sonde Stardust de la NASA en 2004. La sonde a réussi à voler à moins de 237 km du noyau de Wild 2. Ce qui nous a donné quelques-uns des meilleurs clichés de la comète à ce jour. C'était aussi la première fois que nous obtenions des échantillons de particules de poussière provenant d'une comète. La précieuse cargaison est revenue sur Terre en janvier 2006. Son objectif était de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Wild 2 et le système solaire, d'ailleurs, se sont formés il y a des milliards d'années. Wild 2 a un diamètre d'environ 5 km et est couvert de cratères et de falaises. Des centaines de millions de rochers gravitent autour du Soleil dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Mais seuls certains d'entre eux s'approchent relativement près de la Terre. La NASA classe les astéroïdes en orbite à moins de 48 millions de kilomètres de notre planète, dans la catégorie des objets géocroiseurs. Dans ce groupe, certains objets sont particulièrement inquiétants. Ils sont si gros et orbitent si près de notre planète qu'ils pourraient constituer une véritable menace pour le monde en cas de collision directe. À l'heure actuelle, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'un objet spatial de taille relativement importante qui pourrait heurter notre planète dans 159 ans. Selon les experts, l'astéroïde, qui a été repéré pour la première fois en 1999, risque fort de dériver dans l'orbite de notre planète. Si cela se produit, il pourrait entrer en collision avec la Terre le 24 septembre 2182. On pense que l'astéroïde Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il venait frapper notre planète, la collision libérerait 1200 mégatonnes d'énergie. C'est une énorme quantité d'énergie, rien de ce qui est construit sur Terre ne peut en produire autant. Les scientifiques de la NASA pensent qu'au cours de son survol du 22e siècle, l'astéroïde pourrait passer à travers un trou de serrure gravitationnelle. Cette zone placerait notre voyageur de l'espace sur une certaine trajectoire, ce qui pourrait le conduire à s'écraser sur la Terre. Bennu s'approche de notre planète tous les 6 ans. Il a frôlé la Terre à 3 reprises, en 1999, en 2005 et en 2011. Aujourd'hui, les scientifiques estiment à 1 sur 2700 la probabilité que l'astéroïde heurte notre planète d'ici 2182. Une personne a 5 fois moins de chances d'être touchée par la foudre. Même si les risques de collision entre Bennu et la Terre sont pour l'instant assez faibles, ce caillou spatial a tout de même été classé dans la catégorie des astéroïdes potentiellement dangereux. Tout cela parce qu'il pourrait s'approcher à 7,5 millions de kilomètres de la Terre.
C'est la raison pour laquelle il est également classé comme objet géocroiseur. Bennu est un astéroïde riche en carbone qui s'est formé au cours des 10 premiers millions d'années de l'histoire du système solaire. C'est-à-dire il y a environ 4 ou 5 milliards d'années. Il n'est donc pas étonnant que ce corps spatial recèle de précieux indices sur l'origine et le développement des planètes rocheuses de notre système solaire, à savoir Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Mieux encore, il pourrait contenir des molécules organiques similaires à celles qui sont indispensables à l'apparition de la vie. En 2020, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a réussi à toucher brièvement la surface de l'astéroïde. Elle en a recueilli quelques échantillons et s'est ensuite éloignée. Pour la NASA, ce fut la première mission de ce type. Mais vous ne serez probablement pas surpris d'apprendre que Bennu n'est pas le seul astéroïde dont nous devrions nous préoccuper. L'astéroïde 92942 Apophis est un autre corps spatial dont nous devons nous méfier. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre. Il a été découvert en 2004 et a d'abord été considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a très vite gagné en notoriété, on pensait qu'il représentait une menace sérieuse pour la Terre. Les experts ont prédit qu'il s'approcherait dangereusement de notre planète en 2029. Heureusement, après un examen plus approfondi d'Apophis et de son orbite, les astronomes ont conclu qu'il n'y avait aucun risque que l'astéroïde entre en collision avec notre planète avant au moins un siècle. Le risque d'impact de 2029 a été totalement écarté, de même que l'impact potentiel qui pourrait être provoqué par le rapprochement de l'astéroïde en 2036. Il est intéressant de noter que jusqu'en mars 2021, il y avait encore un petit risque de collision en 2068. Mais Apophis a ensuite survolé la Terre. Et les astronomes en ont profité pour utiliser de puissants radars afin d'estimer plus précisément l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil. Cela leur a permis d'écarter tout risque d'impact pour les 100 prochaines années au moins. La raison pour laquelle de telles découvertes nous inquiètent tant est que même un astéroïde relativement petit, de la taille d'une maison, pourrait faire des ravages en entrant en collision avec notre planète. Alors, quand un astéroïde mesure plus d'1 kilomètre de diamètre, on parle d'un destructeur de planètes. L'énergie dégagée par l'impact d'un tel astéroïde serait dévastatrice. C'est pourquoi il est essentiel de savoir où se trouvent ces astéroïdes et dans quelle direction ils se déplacent. Le problème est que notre capacité à protéger la planète des impacts d'astéroïdes n'est pas encore optimale. Si une telle catastrophe était sur le point de se produire, nous aurions besoin de beaucoup de temps pour nous préparer. Une collision avec un astéroïde était quelque chose de sérieux. Le cratère de Chicxulub est probablement le site d'impact d'astéroïdes le plus célèbre. Il témoigne de la terrifiante collision qui a entraîné l'extinction des dinosaures. Curieusement, ce cratère n'est pas très visible, mais d'autres le sont. Par exemple, le cratère Barringer en Arizona, qu'on appelle aussi le Meteor Crater. Quand on pense à la collision qui l'a fait naître, on a froid dans le dos. Quoi qu'il en soit, nous savons désormais que des rochers spatiaux ont non seulement frappé la Terre, mais aussi la Lune, Mercure et Mars. Aucune planète rocheuse du système solaire n'est à l'abri des impacts d'astéroïdes. C'est pourquoi il existe toute une entreprise scientifique dont l'objectif est de trouver et de cataloguer les astéroïdes du système solaire. Cela peut sembler un peu effrayant, mais il y a environ 25 000 astéroïdes de plus de 140 mètres de diamètre près de l'orbite de notre planète. Un tel astéroïde est suffisamment gros pour rayer une ville entière de la surface de la Terre. Jusqu'à présent, moins de 50% de ces astéroïdes ont été détectés. On estime également à 230 000 le nombre d'objets d'une taille égale ou supérieure à 49 mètres. Ces objets sont capables de détruire une zone urbaine concentrée. Et pourtant, moins de 8% d'entre eux ont été détectés. Il existe également des dizaines de millions d'objets géocroiseurs plus petits. Ils mesurent plus de 10 mètres de diamètre et peuvent causer des dommages à la surface. Moins d'1% de ces petits corps spatiaux ont été découverts jusqu'à présent. Notre système solaire interne pose d'énormes problèmes pour la recherche d'astéroïdes. Chaque nuit, il n'y a que 2 créneaux de 10 minutes pendant lesquels les astronomes peuvent observer la région. La raison en est que le Soleil crée une lumière de fond éblouissante. En outre, l'atmosphère de notre planète déforme et brouille les images.
repérer des astéroïdes dans de telles conditions dépasse les capacités de la plupart des télescopes. Nous avons besoin d'un instrument vraiment unique pour accomplir cette tâche. L'outil de prédilection est la Dark Energy Camera de l'Observatoire interaméricain de Cerro Tololo au Chili. Cet appareil n'a pas été conçu pour chercher des astéroïdes. Les chercheurs l'ont construit pour détecter quelque chose de plus insaisissable encore. L'énergie noire, la force mystérieuse qui régit l'expansion de l'univers. La DECAM est censée observer des centaines de millions de galaxies. Elle est donc à la fois large et profonde. Ainsi, elle peut observer l'univers en profondeur et capturer un large champ de vision, ce qui lui permet d'enregistrer les mouvements des galaxies et de nous renseigner sur les conditions qui prévalaient au début de l'univers. Mais cela signifie également que la DECAM est parfaitement adaptée au repérage des astéroïdes près du Soleil. Les astéroïdes intérieurs sont rares, et des images profondes sont nécessaires, car ces objets sont peu lumineux. Les scientifiques doivent pouvoir lutter à la fois contre la luminosité du ciel crépusculaire près de notre étoile et contre l'effet déformant de l'atmosphère terrestre. Et la DECAM peut les aider dans cette tâche. La Dark Energy Camera a été construite pour étudier l'énergie noire, une mission qui s'est achevée en 2019. Aujourd'hui, les astronomes peuvent utiliser la puissance de cet appareil pour d'autres missions. Ils affirment que le relevé effectué par la DECAM est le plus précis jamais réalisé en ce qui concerne les objets situés à proximité des orbites de Vénus et de notre planète. Grâce à elle, nous pourrons savoir quel type d'objets se déplacent à l'intérieur de notre système solaire. Et si l'on cuisinait un peu? Non, pas de pâtes et ni de hamburgers pour aujourd'hui. Que diriez-vous de quelque chose de plus exotique? Ou plutôt, de plus cosmique? Alors voilà, la recette est simple. Vous prenez une équipe d'astronomes enthousiastes et vous ajoutez quelques vieilles images issues du télescope spatial James Webb. Vous mélangez bien et vous obtenez un nombre impressionnant de petits astéroïdes, tous situés dans la grande ceinture qui se trouve entre Mars et Jupiter, Miam. Le clou du spectacle, c'est la direction dans laquelle certains de ces astéroïdes se déplacent. Car sur leur chemin, il y a notre pauvre planète. Sommes-nous condamnés simplement parce que vous avez décidé de cuisiner? Les astéroïdes dont je parle sont beaucoup plus petits que l'énorme roche spatiale qui a anéanti les dinosaures. Mais ils peuvent quand même causer des dégâts considérables. Leur taille varie. Ils peuvent être aussi petits qu'un bus ou aussi grands qu'un stade. Mais même les plus petits sont très dangereux. Prenons un exemple récent et assez spectaculaire. C'est arrivé le 15 février 2013. Un petit astéroïde d'à peine quelques dizaines de mètres de large a explosé dans l'atmosphère au-dessus de Tcheliabinsk, en Sibérie, libérant une quantité d'énergie incroyable. De nombreuses personnes ont été témoins de l'événement et l'ont filmé, ce qui a permis aux scientifiques d'obtenir des indices essentiels. De nouveaux modèles informatiques ont aidé les scientifiques à reconstituer la taille, la vitesse et l'impact du météore de Tcheliabinsk. Il s'agissait vraisemblablement d'un astéroïde gros comme un immeuble de 5 étages et il aurait explosé à une altitude comprise entre 24 et 29 km au-dessus de la surface de la Terre, et ce avec une force inouïe. L'explosion a brisé 1 million de fenêtres et blessé plus d'1 millier de personnes. Heureusement, elle n'était pas assez puissante pour causer de vrais dégâts, mais elle nous a donné une idée du danger que peut représenter une explosion aérienne. Une explosion aérienne se produit lorsqu'un objet explose haut dans l'atmosphère, sans jamais toucher le sol, mais en libérant suffisamment d'énergie pour dévaster la zone qui se trouve au-dessous. Mais revenons à nos petits astéroïdes. Le plus dangereux avec eux, c'est qu'ils frappent la Terre bien plus souvent que les plus gros, environ 10 000 fois plus souvent. Pour ne rien arranger, leur petite taille les rend plus difficiles à détecter à l'avance, ce qui nous laisse peu de temps pour nous préparer si l'un d'entre eux se dirige vers la Terre. Maintenant, remontons à l'époque des dinosaures. Ah non, ça c'est trop loin. Ah voilà. Une équipe d'astronomes travaille sur une méthode consistant à trouver de petits astéroïdes dans des images de télescopes qui furent prises à l'origine pour étudier des étoiles lointaines. Grâce à cette méthode, ils ont pu examiner avec précision un système stellaire connu sous le nom de TRAPPIST-1, situé à 40 années-lumière de la Terre. Il s'agit de l'un des systèmes les plus étudiés en dehors de notre système solaire. En analysant ces images, ils ont découvert 138 nouveaux astéroïdes dans la ceinture d'astéroïdes principale, en plus des 8 qu'ils connaissaient déjà. Et devinez quoi? Parmi les astéroïdes nouvellement découverts, 6 semblent avoir été poussés sur des trajectoires qui pourraient les rapprocher de la Terre. Qui a fait ça? Probablement des planètes proches. Ont-elles une dent contre nous? Fait intéressant.
Les scientifiques s'y pensaient ne trouver que quelques nouveaux astéroïdes, mais leur nombre s'est avéré bien plus élevé que prévu. Mais ce n'est pas étonnant. Ils explorent actuellement une partie de l'espace qu'ils connaissaient peu auparavant. Parlons maintenant du héros du jour, le télescope spatial James Webb. S'il est si efficace pour trouver de petits astéroïdes, c'est parce qu'il peut détecter leur chaleur. Ces astéroïdes émettent un rayonnement infrarouge, beaucoup plus visible que la faible lumière du Soleil qui se reflète sur leur surface. Cette technologie a permis aux scientifiques de repérer les plus petits astéroïdes jamais observés dans la ceinture d'astéroïdes principale. Les astéroïdes qu'ils ont trouvés sont des fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Les découvrir permet aux astronomes de comprendre l'histoire de cette ceinture et d'améliorer les méthodes de suivi des petits astéroïdes susceptibles de menacer la Terre. Les chercheurs prévoient d'utiliser le James Webb pour observer d'autres systèmes stellaires pendant au moins 500 heures. Ils espèrent que ce travail permettra de découvrir des milliers d'autres petits objets dans le système solaire. D'autres télescopes de pointe, comme l'observatoire Vera C. Rubin au Chili, seront également utiles. À partir de 2025, cet observatoire utilisera le plus grand appareil photo numérique du monde pour photographier le ciel austral chaque nuit pendant au moins 10 ans. Chaque image couvrira une vaste zone du ciel, soit environ 40 fois la taille de la pleine lune. L'observatoire pourrait trouver jusqu'à 2,4 millions d'astéroïdes en seulement 6 mois, soit près du double du nombre que nous connaissons. Récemment, la NASA a identifié 2 petits astéroïdes. Ils devaient passer près de la Terre le 16 décembre 2024. Heureusement, ni l'un ni l'autre ne présentait de danger pour la planète. Le premier astéroïde mesurait 21 mètres de large, soit à peu près la taille d'un gros avion, et se déplaçait à 17 400 km à l'heure. Le deuxième astéroïde était légèrement plus petit, avec une largeur de 17 mètres, mais il se déplaçait plus rapidement, à 23 800 km à l'heure. Mais bon, même si cette fois-ci nous avons évité le désastre, qui sait ce que l'avenir nous réserve? Aïe, aïe, aïe. Cela peut sembler étrange de nos jours, mais les astronomes ne se sont pas vraiment intéressés aux petits astéroïdes pendant assez longtemps. Ils les considéraient comme de simples débris spatiaux qui gênaient l'observation des étoiles. Certains allaient même jusqu'à les appeler les parasites du ciel. Mais aujourd'hui, la façon dont nous voyons ces petites roches spatiales a complètement changé. En fait, jusqu'à récemment, nous ne pouvions repérer que les très gros astéroïdes, ceux faisant plus de 1,6 km de large. Les plus petits se fondaient dans le bruit de fond, des images prises par les télescopes. Mais ensuite, une astuce ingénieuse a permis de combiner plusieurs images de la même partie du ciel, et de rendre enfin visibles ces petits objets peu lumineux. Les données de certains télescopes, comme TRAPPIST et SPECULUS, ainsi que du télescope spatial James Webb, nous aident à améliorer la défense planétaire. Mais il ne s'agit pas seulement de protéger notre planète. L'étude de ces petits astéroïdes nous apprend également comment le système solaire a évolué. S'ils sont si nombreux, c'est parce qu'il s'agit de fragments issus de collisions entre des roches spatiales plus grosses. Un chercheur a déclaré que c'était comme si l'on regardait d'anciennes données d'une nouvelle manière. Ces petits astéroïdes, que l'on considérait auparavant comme de simples débris, sont essentiels pour comprendre notre système solaire et même pour se préparer à ce que l'avenir nous réserve. Parmi ces centaines de millions de roches en orbite autour du Soleil, dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, certaines sont particulièrement inquiétantes. Elles s'approchent suffisamment de la Terre pour être préoccupantes. La NASA classe les astéroïdes qui orbitent à moins de 48,28 millions de kilomètres de notre planète comme des objets géocroiseurs. Et ceci pourrait constituer une menace sérieuse s'ils venaient à entrer en collision avec notre planète. Actuellement, la NASA surveille de près un astéroïde nommé Bennu. Il s'agit d'une roche spatiale assez grande, mesurant environ 490 mètres de diamètre. Elle pourrait potentiellement s'écraser sur la Terre dans 159 ans. Les astronomes l'ont repéré pour la première fois en 1999. Actuellement, les experts estiment qu'il y a une faible probabilité que Bennu dérive dans l'orbite terrestre et entre en collision avec notre planète d'ici le 24 septembre 2182. Est-ce que ce serait grave? Eh bien, pour mettre les choses en perspective, Bennu est plus grand que l'Empire State Building. S'il heurtait la Terre, il libérerait 1200 mégatonnes d'énergie, une quantité si énorme que rien sur Terre ne pourrait la générer. Les scientifiques de la NASA sont particulièrement préoccupés par la probabilité que cet astéroïde traverse un trou de serrure gravitationnel lors de son passage au XXIe siècle. Ce trou de serrure est une région de l'espace qui pourrait placer l'astéroïde sur une trajectoire de collision directe avec la Terre. Bennu passe près de la Terre tous les 6 ans et s'est déjà approché à 3 reprises,
en 1999, 2005 et 2011. À l'heure actuelle, les scientifiques estiment que la probabilité que l'astéroïde percute la Terre d'ici 2182 est d'environ 1 sur 2700, soit un risque plus de 5 fois supérieur à celui qu'a une personne d'être frappée par la foudre. Bien que les chances que l'astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre soient très faibles pour le moment, cette roche spatiale est toujours classée comme potentiellement dangereuse, car elle pourrait s'approcher jusqu'à 7,48 millions de kilomètres de la Terre. L'astéroïde Apophis est une autre roche spatiale que nous devons surveiller. Il s'agit d'un objet géocroiseur d'environ 335 mètres de diamètre découvert en 2004. Au départ, il était considéré comme l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais détectés. Apophis a rapidement attiré l'attention des experts, car ceux-ci pensaient qu'il pourrait représenter une menace sérieuse pour la Terre en raison de sa proximité avec notre planète en 2029. Cependant, après une étude plus approfondie de son orbite, les astronomes ont déterminé qu'il n'y avait aucun risque de collision avant au moins un siècle. Ouf, nous pouvons être tranquilles encore un petit moment. Imaginez un astéroïde si riche en métaux précieux qu'il pourrait faire de chaque habitant de la Terre un milliardaire. Ce n'est pourtant pas de la science-fiction, mais bien une réalité. Il s'agit de 16 Psyché, un gigantesque corps céleste métallique en orbite entre Mars et Jupiter. Son caractère exceptionnel ne tient pas seulement dans sa valeur astronomique, estimée à 10 trillions de dollars. Cet astéroïde recèle aussi des indices essentiels sur la formation des planètes rocheuses comme la Terre. En octobre 2023, la NASA a lancé la sonde Psyché pour explorer ce trésor cosmique. Elle devrait atteindre l'astéroïde en août 2029 et les astronomes espèrent en tirer des informations précieuses. Cette mission pourrait révéler non seulement l'abondance des métaux sur Psyché, mais aussi les processus qui régissent la formation des planètes. Mais qu'est-ce qui rend Psyché si unique? Découvert en 1852 par un astronome italien, il fut le 16e astéroïde répertorié, d'où son nom. Il se démarque parmi les innombrables roches de la ceinture d'astéroïdes grâce à sa composition métallique. Contrairement aux astéroïdes rocheux ou glacés, Psyché semble être principalement constitué de fer et de nickel, avec peut-être des traces d'or et d'autres métaux rares. Avec un diamètre d'environ 280 km, Psyché n'est pas le plus grand des astéroïdes et reste surpassé par Cérès. Sa taille demeure néanmoins impressionnante. Sa superficie atteint 1605 000 km², soit l'équivalent de l'État de Floride. Les astronomes estiment que jusqu'à 60% de sa surface pourrait contenir des métaux précieux. Les scientifiques pensent également que cet astéroïde pourrait être le noyau mis à nu d'un ancien planétésimal, une protoplanète en cours de formation orbitant autour d'une étoile. Ce corps céleste aurait pu évoluer pour devenir une planète à part entière si une collision cataclysmique ne l'avait pas détruit il y a plusieurs milliards d'années. Si cette hypothèse se confirme, Psyché pourrait nous offrir un aperçu inédit de l'intérieur des planètes telluriques comme la Terre, dont le noyau demeure enfoui sous d'épaisses couches de croûte et de manteaux. Vous vous souvenez de cette sonde spatiale envoyée explorer l'astéroïde? Après avoir quitté la Terre pour se lancer dans cette ambitieuse mission, Psyché parcourra la distance vertigineuse de 3,5 milliards de kilomètres avant d'atteindre son objectif. Ce long périple s'étalera sur près de 6 ans. En mai 2026, elle passera à proximité de Mars et exploitera la gravité de la planète rouge pour s'élancer encore plus profondément dans l'espace. Cette technique, appelée assistance gravitationnelle, augmentera sa vitesse et affinera sa trajectoire vers l'astéroïde. Lorsque Psyché l'atteindra en août 2029, elle entamera une phase d'observation longue de 26 mois, au cours de laquelle elle analysera sa surface, identifiera sa composition et tentera d'en retracer l'histoire. Pour mener à bien cette étude, Psyché est doté d'une panoplie d'instruments de pointe. Parmi eux, un imageur multispectral capturera des clichés haute résolution de la surface de l'astéroïde, permettant ainsi aux scientifiques d'en examiner la texture et la composition. Un spectromètre gamma et neutronique analysera sa structure chimique et déterminera notamment sa teneur en métaux. Un magnétomètre sera chargé de détecter la présence d'un éventuel champ magnétique.
une découverte qui renforcerait l'hypothèse selon laquelle Psyché serait un ancien noyau planétaire. Enfin, un système radio à supra-haute fréquence servira à mesurer le champ gravitationnel de l'astéroïde, fournissant ainsi des indices précieux sur sa structure interne et sa densité. La NASA ne dépêche pas cette sonde pour évaluer la valeur marchande de l'astéroïde en tant que ressource minière, du moins, pas encore. L'objectif principal de la mission est avant tout scientifique. Les chercheurs espèrent y répondre à des questions fondamentales sur la formation et l'évolution des planètes. Cet astéroïde pourrait ainsi nous aider à comprendre comment un matériau en fusion refroidit pour former un noyau planétaire. Une autre question est, pourquoi cet astre n'a-t-il pas réussi à devenir une planète ? Son étude pourrait éclairer les raisons pour lesquelles certains corps célestes évoluent en planètes, tandis que d'autres non. Bien que la mission de la NASA soit purement exploratoire, elle a aussi éveillé un intérêt pour l'exploitation minière des astéroïdes. Avec une valeur estimée à 10 trillions de dollars, Psyché pourrait, en théorie, fournir suffisamment de matières premières pour transformer l'industrie terrestre. Une telle entreprise reste hypothétique et ne se concrétiserait pas avant plusieurs décennies, si elle se concrétise un jour. Pourtant, l'idée intrigue. Mais si ces métaux arrivèrent sur Terre, leur abondance pourrait provoquer un effondrement de la valeur des métaux précieux comme l'or, bouleversant ainsi les marchés mondiaux. En parlant de ressources précieuses, d'où viennent l'or, le platine et d'autres métaux rares présents sur Terre? Ces éléments dits sidérophiles ont une origine cosmique tout aussi fascinante que Psyché. Ils sont apparus lors de phénomènes cataclysmiques survenus il y a des milliards d'années, notamment lors de kilonovae, des collisions entre étoiles à neutrons qui projettent dans l'espace d'énormes quantités de métaux. Ces éléments ont ensuite été intégrés au nuage de gaz et de poussière qui a donné naissance à notre système solaire. Lorsque la Terre s'est formée, la majorité des métaux lourds ont migré vers son noyau riche en fer. Pourtant, certains d'entre eux n'ont pas atteint les profondeurs de la planète. De violents impacts avec des protoplanètes errantes, comme Theia, l'objet de la taille de Mars, qui aurait contribué à la formation de la Lune, ont piégé une partie de ces éléments dans le manteau terrestre. Des modèles informatiques récents expliquent comment cela s'est produit. Après chaque collision majeure, la surface de la Terre se transformait temporairement en un immense océan de magma. En s'enfonçant à travers cette mer de roches en fusion, les métaux atteignaient une couche partiellement solide qui freinait leur descente et les retenait dans le manteau plutôt que dans le noyau. Ensuite, sous l'effet de la convection thermique, ces métaux sont remontés vers la surface, où ils sont devenus accessibles à l'exploitation minière des milliards d'années plus tard. Si l'attention du public se concentre aujourd'hui sur les métaux de Psyché, il ne faut pas oublier que l'espace recèle bien d'autres trésors. Les scientifiques ont découvert, ou du moins théorisé, l'existence de pierres précieuses dispersées dans l'univers. Prenons l'exemple des diamants, constitués de carbone pur, un élément omniprésent dans le cosmos. Il se forme sur Terre à de très hautes pressions et températures, profondément enfouis dans le manteau. Or, des conditions similaires peuvent ne se retrouver dans l'espace. Des nanodiamants, qui sont de minuscules cristaux, ont ainsi été identifiés dans certaines météorites. Certaines contiennent même des gaz qui offrent aux chercheurs des indices précieux sur l'histoire du système solaire primitif. Selon certaines théories, il pourrait même pleuvoir des diamants sur Neptune et Uranus. Sur ces géantes glacées, les pressions colossales seraient capables de transformer le carbone en structure cristalline. Par ailleurs, des études suggèrent que certaines exoplanètes, selon leur taille et leur distance à leur étoile, pourraient renfermer des gemmes telles que des rubis ou des saphirs. Même notre Lune possède ses propres minéraux extraterrestres. Des traces de zircon cubique ont été retrouvées dans les échantillons lunaires. L'espace pourrait donc abriter bien plus de trésors que nous ne l'imaginions. Mais revenons à la mission Psyché. Elle pourrait non seulement dévoiler tout le potentiel des ressources spatiales, mais aussi mettre en lumière les défis liés à leur exploitation. Par exemple, extraire des matériaux d'un astéroïde nécessiterait des robots autonomes capables d'évoluer dans des environnements extrêmes. En plus de cela, il faudrait mettre en place des systèmes de transport efficaces pour acheminer ces ressources vers la Terre, ou les traiter directement en orbite. Il serait également crucial de veiller à ce que ces activités ne perturbent ni les écosystèmes terrestres, ni les équilibres de l'espace. Par ailleurs, la question juridique reste un enjeu majeur.
Le traité de l'espace de 1967 interdit aux nations de revendiquer la souveraineté d'un corps céleste, mais l'arrivée d'entreprises privées dans la conquête spatiale relance le débat sur la propriété et le partage des ressources. Enfin, l'introduction massive de métaux extraterrestres sur Terre pourrait bouleverser les marchés mondiaux. C'est pourquoi certains experts estiment que ces matériaux devraient plutôt être exploités sur place pour la construction d'habitats, de satellites ou encore de vaisseaux spatiaux. Quoi qu'il advienne de l'exploitation de 16 Psyché, l'exploration de cet astéroïde apportera un éclairage inédit sur la formation du système solaire et les processus qui ont façonné notre planète. Depuis le 1er décembre 2024, la sonde poursuit son périple en suivant l'orbite du Soleil, en route vers sa cible. Ce voyage ne se limite pas à enrichir notre compréhension de l'univers. Il repousse également les limites du possible pour l'humanité dans sa conquête spatiale. Les astéroïdes constituent une menace tangible et préoccupante. Certains atteignent une taille suffisante pour engendrer de terribles conséquences en cas d'impact avec notre planète. Parmi eux, un en particulier fait la une ces derniers jours. 9942 Apophis. Une récente étude a révélé qu'une faible probabilité subsiste pour qu'il entre en collision avec la Terre lors de son passage rapproché en 2029. Mais une question se pose. L'astéroïde survivra-t-il à cette rencontre? Apophis, aussi connu sous le nom d'Apep, la divinité égyptienne incarnant le chaos et la destruction, est aujourd'hui l'un des astéroïdes les plus redoutés. Découvert en 2004, ce corps spatial mesure environ 340 mètres de diamètre, soit une hauteur comparable à celle de la Tour Eiffel. En raison de ses dimensions et de sa trajectoire prévue en 2029, les astronomes le considèrent comme un objet potentiellement dangereux, une catégorie regroupant les astéroïdes et autres corps célestes, s'approchant de la Terre et présentant une taille suffisante pour nécessiter une surveillance rigoureuse. À ce jour, les scientifiques jugent le risque d'impact extrêmement faible, inférieur à une chance sur 1 milliard. Il semble donc raisonnable d'affirmer que notre planète n'est pas en danger. L'astéroïde, en revanche, pourrait en pâtir. Lorsque Apophis frôlera la Terre en 2029, l'intense attraction gravitationnelle qu'il subira pourrait le secouer avec une telle brutalité qu'il éprouvera un phénomène comparable à un tremblement de terre, un véritable astroséisme, en quelque sorte. La force exercée par cette interaction gravitationnelle pourrait provoquer la fragmentation de certaines parties de sa surface, projetant ses débris dans l'espace. Bien que cet événement ne soit pas synonyme de désintégration totale, il est fort probable qu'Apophis perde une quantité non négligeable de matière au cours de son passage à proximité de notre planète. Une partie de ces fragments pourrait rester en orbite autour de l'astéroïde, tandis que d'autres pourraient dériver vers les confins de l'espace. À long terme, un tel bouleversement risquerait d'affecter sa rotation, modifiant son mouvement ou induisant une inclinaison inédite. Ce phénomène suscite un vif intérêt parmi les chercheurs, car il pourrait offrir des enseignements précieux sur la manière dont les astéroïdes réagissent lorsqu'ils sont soumis à de puissantes forces gravitationnelles. Revenons maintenant à la Terre, quoique nous n'ayons jamais vraiment quitté notre planète. Il se trouve que même si cet astéroïde n'a pas les dimensions nécessaires pour provoquer une extinction massive comme celui qui a anéanti les dinosaures, il demeure suffisamment imposant pour infliger des dégâts majeurs à une métropole en cas d'impact. Il pourrait également entraîner des perturbations climatiques globales. Pour l'heure, les prévisions indiquent qu'Apophis frôlera notre planète à une distance avoisinant les 32 000 km. Cela reste extrêmement proche à l'échelle cosmique, mais suffisamment éloigné pour éviter une collision. Pour mieux situer cette distance, elle représente moins d'un dixième de l'écart séparant la Terre de la Lune. Ainsi, même si un impact semble peu probable, ce passage pourrait perturber certains satellites en orbite terrestre, qui se retrouveront bien plus près d'Apophis que nous. L'élément clé à retenir est que le risque de collision ne pourra être totalement écarté avant plusieurs années. À mesure que l'astéroïde se rapproche, les astronomes suivront avec une attention accrue l'évolution de sa trajectoire, pour s'assurer qu'il ne soit pas dévié par l'effet de l'attraction gravitationnelle terrestre. En réalité, cette force pourrait même induire des transformations importantes au sein d'Apophis lui-même. Bien qu'Apophis ne menace pas directement la survie de l'humanité, un impact avec la Terre engendrerait néanmoins de graves conséquences. L'impact pourrait détruire une ville entière, et les perturbations climatiques qui en découleraient pourraient compromettre l'agriculture sur plusieurs années. Il ne s'agirait certes pas d'un cataclysme d'ampleur planétaire, mais ses répercussions seraient loin d'être négligeables. Apophis n'est d'ailleurs pas l'unique menace d'origine céleste à surveiller. Les scientifiques scrutent en permanence le ciel à la recherche d'autres astéroïdes susceptibles de représenter un danger.
Et, grâce aux avancées technologiques récentes, les astronomes sont en mesure de détecter et de suivre ces objets depuis des distances considérables. Une approche innovante consiste à observer les pluies de météores. Celles-ci sont en réalité générées par des comètes à longue période, qui tournent autour du Soleil depuis des siècles, voire des millénaires. En passant à proximité de notre étoile, elles laissent dans leur sillage des particules de poussière et des fragments rocheux qui, lorsqu'ils croisent l'orbite terrestre, donnent naissance à ces pluies fulgurantes. Les scientifiques examinent divers paramètres liés à ces phénomènes, notamment leur vitesse, leur direction et leur provenance. Ces analyses permettent d'identifier l'astéroïde ou la comète d'origine, et surtout d'anticiper la trajectoire de certains objets célestes dangereux bien avant qu'ils ne menacent notre planète. Le projet Legacy Survey of Space and Time, qui sera conduit depuis l'observatoire Vera Rubin au Chili, promet de renforcer ses capacités de détection. Les astronomes prévoient décemment d'élaborer une cartographie précise du ciel, en mettant en évidence les zones où ces pluies de météores sont les plus susceptibles de se produire. Grâce à ces avancées, il sera possible de déterminer quels astéroïdes pourraient constituer un danger pour la Terre à long terme, offrant ainsi un délai suffisant pour concevoir des stratégies d'intervention. Pourtant, même à l'heure actuelle, plusieurs de ces corps célestes représentent une menace sérieuse. Examinons quelques-uns d'entre eux. Prenons l'exemple de l'astéroïde Bennu, découvert par les astronomes en 1999. Cet imposant bloc rocheux, riche en carbone, mesure environ 500 mètres de diamètre, soit une taille équivalente à celle du Shanghai World Financial Center. À ce jour, il constitue la plus grande menace connue pour notre planète. Toutefois, inutile de céder à la panique, une éventuelle collision n'aurait pas lieu avant longtemps. Selon les calculs des scientifiques, la probabilité que Bennu percute la Terre le 24 septembre 2182 est de 0,037%, soit une chance sur 2700. Si un tel impact devait se produire, l'énergie libérée serait d'une ampleur telle qu'elle pourrait raser une vaste étendue. Heureusement, un impact de Bennu ne mettrait pas en péril l'ensemble de la planète. Toutefois, si cet astéroïde venait à frapper une ville, les dégâts seraient catastrophiques. Récemment, la sonde OSIRIS-REx de la NASA a prélevé des échantillons à sa surface, permettant aux scientifiques d'en apprendre davantage sur sa composition et son comportement. Un autre astéroïde mérite également notre attention. Découvert en 1950, il n'a été observé à nouveau qu'en l'an 2000. Les calculs actuels indiquent une probabilité extrêmement faible, une chance sur 34 500, qu'il percute la Terre le 16 mars 2880. Dans plus de 800 ans, autant dire que je ne m'en fais pas personnellement. En cas d'impact, l'énergie dégagée serait colossale, capable de provoquer une catastrophe d'ampleur planétaire, avec un risque potentiel d'extinction de l'humanité. Un autre astéroïde, repéré bien plus récemment, retient également l'attention des chercheurs. Il a été découvert en octobre 2023 et présente une probabilité infime, une chance sur 181 000, de heurter la Terre le 10 octobre 2119. Impressionnant, ils ont calculé ça au jour près. Si une collision devait avoir lieu, l'énergie libérée serait suffisante pour causer des ravages sur de vastes zones. Malgré la faiblesse de ce risque, il demeure un objet à surveiller. Voici maintenant un astéroïde qui est qualifié de perdu, car il n'a pas été revu depuis 2007, ce qui n'est guère étonnant tant sa trajectoire est incertaine. D'après la NASA, il existerait une possibilité infime, environ 1 sur 10 millions, qu'il frappe la Terre le 3 mars 2030. Si un tel événement se produisait, l'impact provoquerait des dégâts considérables à l'échelle régionale. Enfin, un dernier vagabond de l'espace mérite d'être mentionné. Son observation remonte à 1979, et les scientifiques estiment qu'il y a une probabilité infime, 1 sur 1,8 million, qu'il percute notre planète le 14 décembre 2113. À noter dans vos agendas, si l'impact devait survenir, les dégâts seraient importants, mais l'humanité devrait y survivre. Bien que la probabilité d'une collision avec un astéroïde demeure faible, les conséquences d'un tel événement pourraient être désastreuses. C'est pourquoi les chercheurs redoublent d'efforts pour surveiller ces objets et anticiper leur trajectoire. Grâce aux progrès technologiques, nous sommes désormais en mesure de repérer plus tôt les objets menaçants et d'en suivre l'évolution avec plus de précision, ce qui nous laisse une marge de manœuvre pour élaborer des stratégies de protection. Entre l'an 774 et l'an 775, la Terre a été frappée par une immense explosion de radiation. Cette explosion d'énergie a laissé des traces. Les cernes des arbres de cette année-là présentent des niveaux de radioactivité beaucoup trop élevés. Mais quelle en fut la cause exacte? Certains scientifiques ont évoqué une éruption solaire.
D'autres disent qu'une supernova massive aurait été à l'origine de cette explosion de radiation. Mais l'astronome Phil Plait estime que si tel était le cas, la supernova en question aurait dû se trouver à moins d'1 millier d'années-lumière et aurait été incroyablement puissante. Or, il n'existe aucune trace de cette supernova, pas d'étoile de la mort en vue. Après avoir examiné le carbone radioactif et le beryllium présents dans les cernes des arbres, les scientifiques ont écarté un certain nombre d'autres possibilités. Ils ont d'abord pensé à un choc entre des étoiles à neutrons ou entre une étoile à neutrons et un trou noir. Ce type d'accident produit une explosion très rapide de rayons gamma sans aucun spectacle lumineux, ce qui correspond le mieux aux données disponibles. Mais ce type de collision est très rare. Plait pense qu'il est peu probable que ce soit la réponse. Il estime que nous ne devrions voir ce type d'événement dans notre galaxie qu'une fois tous les millions d'années. Le fait qu'il y ait pu en avoir un il y a tout juste 1200 ans lui semble donc assez extraordinaire. Les scientifiques sont très préoccupés par ces événements rares. Si l'un d'entre eux se produisait plus près de la Terre, il pourrait gravement perturber la vie sur notre planète. Même s'il se produisait à des milliers d'années-lumière, un tel événement pourrait provoquer le chaos dans tous les systèmes électroniques sophistiqués dont nous sommes devenus dépendants. C'est donc une bonne chose que ces sursauts gamma soient si rares. S'ils étaient les plus fréquents, la Terre aurait de sérieux problèmes. Vous pensez peut-être que si notre planète est capable de résister à des méga-radiations, elle peut facilement résister à quelque chose de moins effrayant, disons des sauterelles. Désolé de vous dire cela, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En 1874, au cours d'un été chaud au Kansas, les choses ont pris une tournure étrange. Les sauterelles, ou devrais-je dire, les criquets, ont envahi les grandes plaines. Elles ont déferlé comme une tempête, recouvrant les maisons, les arbres et même les trains qui passaient par là. Ces insectes avaient pour mission de semer le chaos. Les agriculteurs ont dû se démener pour protéger leurs puits et tout ce qui valait la peine d'être sauvé. Les sauterelles se posaient partout, ravageant tout sur leur passage. Même les pauvres moutons y perdirent leur laine. Les sauterelles décapèrent même la peinture des chariots et les manches des fourches. C'est dire à quel point elles sont destructrices. Le bétail essaya de se défendre en les mangeant, mais ces insectes étaient tout simplement trop nombreux. Cette année-là, ces bestioles causèrent environ 200 millions de dollars de dégâts aux cultures. L'invasion fut si sévère que l'armée américaine dut intervenir. Finalement, les criquets s'en allèrent, et les plaines retrouvèrent leur calme. Les catastrophes naturelles peuvent être encore plus inattendues que les radiations venues de l'espace et les invasions de sauterelles. Par exemple, en juin 2007, un éleveur de rennes du nord-ouest de la Sibérie s'occupait de ses affaires, lorsqu'il a soudain entendu une forte explosion et vu de la fumée s'élever du sol. Si cela m'arrivait, je devrais tout de suite changer de pantalon. Plus tard, ils ont découvert un énorme trou de 7 mètres de large et de près de 20 mètres de profondeur, entouré de morceaux de glace et de terre. Il s'est avéré qu'il y avait plus de 17 trous noirs de ce type dans la région. Ils étaient remplis d'eau tourbeuse et entourés de mystères. Certains pensaient qu'il s'agissait de dolines. D'autres étaient persuadés qu'ils étaient le résultat de tests ultra secrets ou même d'une pluie de météorites. Selon la plus récente théorie, ces trous seraient en fait des cratères causés par le réchauffement de l'Arctique et la fonte des sols. Selon cette hypothèse, le dégel provoque l'éclatement de poches de gaz piégées sous la surface et crée ces trous spectaculaires. Apparemment, ces cratères inquiétants sont apparus à des endroits précis de la Sibérie, où d'anciennes failles géologiques laissent s'échapper du gaz naturel chaud depuis déjà pas mal de temps. Si l'on ajoute à cela les restes de méthane provenant d'anciens sédiments lacustres et libérés par le réchauffement de la planète, on obtient des surprises plutôt explosives. Vous n'avez pas encore peur, d'accord. Vous avez peut-être peur du noir? Si c'est le cas, vous ne devriez pas revenir en 536. C'est l'année où le monde a traversé une période d'obscurité de 18 mois. Un mystérieux brouillard a recouvert l'Europe, le Moyen-Orient et une partie de l'Asie, bloquant le soleil et provoquant le chaos. Un véritable âge des ténèbres, et pour de vrai cette fois. Il s'avère que le principal responsable de ce brouillard fut une éruption volcanique en Islande. Cette éruption répandit des cendres dans tout l'hémisphère nord, provoquant une chute des températures et de très mauvaises récoltes. Les gens gelaient et mouraient de faim. C'était terrible.
Les historiens de l'époque ont parlé de l'étrangeté de la situation. Le soleil ressemblait à la lune, les étés étaient glacés, et il neigeait même en Chine au mois d'août. Tout cela à cause des cendres volcaniques qui bloquèrent le soleil. Et pour ne rien arranger, cette période d'obscurité a déclenché le début de la peste bubonique de l'an 541. Une période vraiment difficile. Revenons à présent en Sibérie. En 1908, au fin fond de la Sibérie, un astéroïde est venu nous rendre une visite inattendue. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom d'astéroïde de la Tunguska, mais il n'a pas reçu ce nom immédiatement. La population locale n'a fait qu'entrevoir le spectacle, une boule de feu traversant le ciel, suivie d'un énorme boom. Des arbres se sont envolés, des incendies ont éclaté, et les animaux n'étaient alors pas très heureux. Mais la région étant très isolée, peu de gens s'en sont aperçus. Pendant près de 20 ans, personne n'a pris la peine d'inspecter le site de la Tunguska. Les gens avaient trop de choses qu'à faire à l'époque. Mais des scientifiques se sont finalement rendus sur place et ont trouvé des preuves de cet astéroïde. Plus tard, lors d'expéditions, ils ont même trouvé des microparticules spatiales. Aujourd'hui, la NASA a mis en place un programme de défense planétaire. Elle a même envoyé une mission pour tester la technologie de déviation des astéroïdes, car qui sait quand le prochain caillou cosmique viendra frapper à notre porte. Au milieu du 19e siècle, une autre tempête solaire s'est produite, l'événement de Carrington. Cet événement vous semblera peut-être anodin, mais il a eu de lourdes conséquences. Le lendemain de la tempête, la Terre a été frappée par un violent orage géomagnétique qui a détraqué les télégraphes et fait apparaître des aurores sous les tropiques, là où elles n'apparaissent jamais normalement. Il s'avère que toute cette folie météorologique a commencé par des phénomènes étranges à la surface du Soleil, des taches solaires par exemple. Ces taches sont à l'origine d'éruptions et d'autres phénomènes électromagnétiques qui peuvent perturber notre technologie. Les tempêtes solaires massives comme celle-ci peuvent jaillir du Soleil, à des vitesses allant jusqu'à 2900 km par seconde. Elles peuvent contenir des milliards de tonnes de matière solaire, ainsi qu'un petit champ magnétique sournois qui adore perturber le champ magnétique terrestre lorsqu'il le rencontre. Maintenant écoutez bien, nous nous rapprochons du prochain maximum solaire, qui aura lieu en 2025. Il est donc temps de consulter l'historique des pires tempêtes solaires, comme l'événement de Carrington, et de faire bien attention. Imaginez qu'une tempête de ce type se produise aujourd'hui, l'apocalypse sur les réseaux. Les entreprises seraient mises hors ligne et nous serions confrontés à de graves dégâts. Heureusement, ces méga-tempêtes solaires ne se produisent pas très souvent. Mais la météo de l'espace étant difficile à prévoir, qui sait quand la prochaine surviendra ?